On a choisi la conscience de classe. Pourquoi? Parce que ça va être un enjeu stratégique pour pouvoir gagner la lutte qui est grande en fait contre l'Arizona qui nous attend. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que ça va être avec nos intervenants qu'on va construire et qu'on va développer ce sujet. Donc on va diviser ce séminaire en deux parties. Une première partie en mode interview avec Hilal Sor, qui est secrétaire général des Métallos Wallonie-Bruxelles, et Dorian Porquin, qui était ouvrier pendant plus de 10 ans dans la construction et qui est devenu maintenant formateur au CEPAC, donc c'est mon collègue. Et en deuxième partie, on va accueillir Serge Deruette, que je vous présenterai à la deuxième part, pour l'histoire du mouvement ouvrier. Donc on va commencer directement avec vous. Avec vous d'abord, le public, parce que j'ai une petite question. Ça va être le moment un peu plus compliqué, où vous allez devoir participer, mais vous allez sortir votre téléphone. C'est scanner le QR code. C'est facile, hein, promis. Première question, du coup, pour vous, c'est quoi la conscience de classe? Et là, du coup, vous écrivez la réponse. On voit qu'on a pas mal de réponses, pas mal de choses qui reviennent. Classe, sociale, savoir, militant, production. Et la question, du coup, Hilal, elle va te poser pour toi. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie, en fait, la conscience de classe? En fait, la conscience de classe, c'est quelque chose qui est assez simple et assez compliqué à la fois. La partie la plus simple, en fait, c'est de se dire qu'une classe, avoir la conscience de classe, c'est avoir la conscience d'appartenir à une classe sociale qui défend ou qui a des intérêts communs. Qui défend, ça c'est le deuxième état, mais qui a des intérêts communs. C'est ça la conscience de classe. Donc, ça paraît simple de se dire, voilà, on appartient tous à une classe sociale et en fait on défend des intérêts communs. C'est vraiment ça l'essence même, la base de ce qu'est le développement d'une classe, d'une conscience de place. Et bon, nous en tant que travailleurs, c'est de prendre conscience qu'on appartient à une classe sociale qui a pour définition de vendre sa capacité de travail. Ça c'est notre commun à nous tous. C'est qu'en fait, on est des producteurs de richesse et nous vendons notre capacité de travail à une autre classe sociale, qui est la classe sociale capitaliste, qui, elle, détient les moyens de production et qui achète le travail de l'autre classe sociale, la classe sociale qui vend sa force de travail et qui n'a que sa force de travail pour moyen de subsistance. Et qui produit, en fait, les richesses dont la société a besoin et qui sont exploitées par la classe qui nous fait face, c'est la classe capitaliste, telle qui détient les moyens de production et qu'on définit chez nous par patron, en fait. C'est le terme générique, les patrons, de manière générique, mais derrière les patrons, qui ont c'est pas une unité propre même, mais c'est la classe capitaliste qui détient les moyens de production. Et donc la conscience de classe, c'est de prendre conscience qu'on appartient à une classe qui a des intérêts communs, contre une autre classe qui, elle, a des intérêts communs aussi et qui est celle d'exploiter le travail produit par la classe travailleuse. Et comme c'est écrit mais dans la question qu'on pose, il y a deux types. Karl Marx, qui a été un des grands penseurs qui a réfléchi cette notion de classe sociale. Marx définissait deux types de conscience de classe. La conscience en soi, c'est le fait de savoir qu'on appartient, de savoir qu'on est exploité en fait. Je vais prendre un exemple, c'est un travailleur de chez Uber par exemple, quelque chose à Bruxelles, on en rencontre de plus en plus. Un travailleur de chez Uber qui se dit tous les matins en prenant son vélo ou en prenant son taxi, punaise, je galère, je travaille et je galère. Mais ça, c'est la conscience de classe en soi. Il a la conscience d'appartenir d'être exploité. Et puis, il y a la conscience de classe en soi. C'est quand deux travailleurs Uber se rencontrent, qui se disent on galère, et qui se rendent compte qu'ils galèrent parce qu'il y a quelqu'un qui les exploite. Il galère pas à cause de lui-même, il galère pas parce que la vie est dure, il galère pas parce que c'est comme ça, c'est inévitable, parce que il est destiné à galérer. Mais il prend conscience qu'il galère dans la vie
parce qu'il y a quelqu'un qui exploite son travail. Et ça, c'est la conscience de classe en soi. Pour soi, par contre. En soi, c'est je prends conscience que je galère, que je suis dans une situation de merde. Et conscience de classe en soi, ça va déjà un peu plus loin, c'est que je me rends compte que je galère collectivement avec d'autres parce qu'il y a quelqu'un en face, il y a un exploiteur qui m'a mis dans cette situation, il y a un système d'exploitation qui m'a mis dans cette situation. Et puis il y a d'autres étapes de la conscience pour soi. Hein. La conscience élargie, c'est par exemple quand je me rends compte que d'autres travailleurs qui ne sont pas chez Uber, qui ne me ressemblent pas forcément même physiquement, qui ne sont pas dans ma zone géographique, galèrent aussi. Qu'il y a aussi des intérimaires chez Audi, chez Veolia, des intérimaires dans la construction qui galèrent aussi, exploités par le même système. Et là, la conscience de classe s'élargit. C'est une conscience de classe qu'on dit élargie. Et donc tu prends conscience qu'il y a d'autres précaires qui t'enchouent, et aussi des sous-statuts, pas seulement dans l'économie de plateforme, mais dans d'autres. Et là, tu élargis ta conscience de classe. Et puis, il y a une autre étape, c'est l'organisation collective. Non, ici, vous êtes des délégués syndicaux ou des militants syndicaux. Vous avez déjà pris conscience que l'organisation collective peut essayer, en tout cas, de combler cette différence de force entre la classe qui nous exploite et nous. Le fait qu'on s'organise en soi, le fait aussi qu'il y a d'autres combats collectifs que les combats pour mes revendications immédiates. Donc, je veux être mieux payé. C'est une revendication immédiate. Je veux une prime parce que on a fait des bénéfices supplémentaires cette année. On veut pouvoir en retirer une partie de ça. J'ai des revendications immédiates. Mais dans cette organisation collective, je me rends compte aussi qu'il y a des revendications plus larges pour la démocratie, des sociétales, pour d'autres groupes, pour la Palestine, et ça c'est une autre étape encore. Et puis il y a la constitution de forces politiques. Ça c'est quand les travailleurs collectivement veulent faire changer les choses, mais de manière systémique. Ils veulent changer les lois, ils s'organisent en forces politiques, ils veulent bousculer le système, et ça peut et ça devrait à un moment donné déboucher peut-être sur une force révolutionnaire, politique révolutionnaire, qui, elle, a l'ambition de changer le mécanisme d'exploitation de la société même et de renverser le système en faisant dominer la classe travailleuse et plus seulement faire dominer, et pas du tout d'ailleurs faire dominer la classe capitaliste. Et donc on voit que la conscience de classe, la quelque chose dont on peut partir d'une définition assez simple, mais si on la déploie jusqu'au bout, on peut mener la réflexion beaucoup plus loin, jusque la question de changer de système. Merci beaucoup, Idal, pour cette explication bien complète. On va maintenant passer à Dorian, qui, toi, tu vas vraiment venir témoigner, en fait, de la réalité, du concret. Donc, tu as été pendant plus de 10 ans menuisier chez DERT, c'est une entreprise de construction dans le Hainaut. Quand est-ce que tu as pris conscience en fait de cette réalité de classe? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quel a été le cheminement ou quel a été l'élément déclencheur pour toi qui t'a fait comprendre tout ça? Là, en fait, si match. En fait, ça commence déjà avant chez DEF. Donc, j'étais dans une petite entreprise de menuiserie où on faisait il y avait 3 ateliers parce que la menuiserie, donc aluminium, le bois, le PVC. Et on avait déjà, en arrivant, donc on a 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et on se rend compte que les ateliers sont bien séparés et qu'il y a déjà des clans. Donc, je me rends compte assez vite de ça. Et donc, l'atelier de menuiserie bois, où j'étais, étant le plus vieil atelier, il y avait les patrons qui étaient comme on disait, les aquariums, il y avait les bureaux, ils nous voyaient, ils voyaient tout. Mais on avait notre petit groupe, le travail était fait, on n'était pas sur quelque chose de... Il y avait une pression, on sentait qu'il y avait une pression du patronat, mais on savait la gérer. On savait la gérer, pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, en fait, toutes les personnes qui étaient dans l'atelier bois faisaient déjà un groupe. Et ce groupe, dès qu'il y avait quelque chose, que ce soit par rapport au patron, le patron arrivait sans connaître un ouvrier, c'était pas
tout le monde allait pour défendre cet ouvrier. Il n'y avait pas de délégation syndicale, c'est une petite boîte, mais c'était déjà quelque chose qui se faisait dans l'atelier bois. Les autres, c'était vraiment séparé, on ne le voyait pas seul. Quand on se croisait, c'était les matins sur, je l'ai dit, sur le parking, c'était un bon jour, on ne mangeait pas ensemble. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la délégation, on ne connaît pas, et quand on ne connaît pas ce que c'est une délégation, qui était différent des entreprises qu'on connaît où il y a une délégation syndicale. Pour vous dire, c'est ce qui est un réfectoire, il n'y avait pas de réfectoire. Réfectoire, c'était quoi? C'était manger au milieu d'ateliers sur des sautes de ski. On était ensemble, on avait un petit groupe. Le travail était fait. Si quelqu'un avait un problème, avait du retard ou quoi, on ne regardait pas aux heures, on allait l'aider, mais on s'était constitué quand même un petit bloc fort. Et si le patron l'avait remarqué, et ça l'embêtait. Ça l'embêtait parce que dans l'atelier menuiserie, il avait compris, donc dans l'atelier bois, il avait compris que si il essayait d'intervenir pour quelque chose et de s'en prendre à quelqu'un, ça ne fonctionnait pas. Il s'en prenait à tout l'atelier. Et là, on nous laissait, plus qu'on demandait, c'était tranquille, de faire notre travail. Clairement. Et moi, jeune arrivant là et tout, je suis épaulé forcément par les autres, on est assisté, et je remarque que tout se passe bien. Mais même quand ça se passe bien pour un patron, s'il ne contrôle pas, ça ne te casse pas bien pour lui. Ça ne va pas. Et donc un jour, on est tapé. Et sa décision, il devait trouver quelque chose pour, on va dire, ce problème. Parce que pour lui, c'était clairement un problème, alors que la production était là, tout était en temps et en heure, et le carnet de commande était rempli. Donc tout allait bien. Et là, donc il décide, il nous annonce qu'il ferme l'atelier bois. Donc à ce moment-là, il regarde pour remettre, donc on a appelé un par un, et il replace 2 personnes, on va dire les plus calmes, on va dire ceux qui sont plus tendance à se laisser payer, les replace dans le PVC, dans la LU. Tous les autres sont licenciés. Et là, c'est vrai qu'on se regarde, on se demande pourquoi. Un petit peu, on a eu une explication qui, soi-disant, il a acheté une nouvelle machine numérique et il a fait une erreur en l'achetant trop cher, pas moyen d'arriver dans les coûts, donc il arrête Atelier Bois. Et il va commander ses châssis chez un autre fournisseur pour le bois, ce qui ne gagne pas plus d'argent. C'est pour que ça, c'est la raison pour laquelle nous avons eu notre licenciement. On se retrouve forcément avec les travailleurs qui étaient licenciés. Et là, il y a un de mes collègues, c'était une phrase que je retiens et que je retiendrai, je crois, tout le temps, m'a dit, tu sais, de toute façon, pour eux, on est que des numéros. Et cette phrase-là, ça a résonné vraiment dans ma tête assez longtemps. Et ça résonne encore aujourd'hui. Après, je suis arrivé, donc, on a été vite replacé parce que forcément, les entreprises qui étaient dans les environs recherchaient, donc tout le monde a été replacé facilement. Je me suis retrouvé justement avec ce collègue, on s'est retrouvé chez l'ERT ensemble. Et c'est vrai que j'avais toujours ce pourquoi, oui, cette machine, d'accord, mais fermer un atelier, pourquoi je comprenais pas trop. On a 19 ans, on comprend pas tout non plus, et on n'a pas toutes les infos. Les informations, on ne les donne pas. Il faut savoir aussi que la désinformation fait partie aussi de cette lutte qu'on parle aussi. Et donc, en arrivant chez R, je me rends compte que c'est une plus grande boîte, puis il y a une délégation syndicale, mais que le profil, en fait, c'est toujours un peu plus ou moins la même chose. Tous les corps de métier sont bien séparés. Forcément, il n'y a plus de confort quand même, il y a une délégation syndicale ne fait pas ce qu'ils font pas ce qu'ils veulent. Mais là, il y a, parce que ce soit le patron, il y a ce que j'appelle les petits chefs, les chefs d'atelier, les directeurs d'un secteur, d'une section. Et là, on sent directement un stress, une pression qui est mise sur les travailleurs de l'atelier. Et on voit que là, c'est plus une grande société, mais c'est encore pire.
Parce que là, c'est quand tu passes pour aller aux toilettes, le chef d'atelier qui regarde, ou si tu ne parles pas d'un collègue qui passe. Si tu restes un peu trop longtemps, on vient faire par la porte des toilettes. Toutes des choses comme ça que là, on s'est dit, c'est pas normal, il y a quelque chose. Ce qu'ils veulent, en fait, et c'est là qu'on se rend compte que la division serait quelque chose d'important pour eux. Plus on a été divisé, et plus cette conscience de classe, cette pub des classes, c'était facile pour le patronat. Parce que justement, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est qu'on soit tous unifiés. La division, elle est facile. On est très facile à faire. Et la première division qu'on a vue, c'était employés-ouvriers. Les employés n'ont pas dit bonjour à un ouvrier dans cette entreprise-là, au début, forcément. Donc, une fois que on a vu tout ça, je me suis dit, oui, voilà, maintenant je comprends un petit peu ce fameux pourquoi, voilà. On gêne si on est en groupe, on gêne. Parce qu'à ce moment-là, on crée une force. Ça va pas. Ça va pas pour les patrons, parce que d'une petite force, on peut vite créer un mouvement. Et à ce moment-là, je dis, si maintenant le problème, il faut diviser, et même avec la délégation syndicale, je dis, ici, dans l'atelier où on est arrivé, il faut qu'on arrive à recréer la cohésion qu'on avait chez le petit patron. Si on arrive à faire ça, on verra bien ce qui se passe. Donc, un an plus tard, ça venait délégué. Il y avait justement de quelqu'un aimé pour capacité pour ceux qui connaissent, qui m'a référé, il travaillait avec moi, et donc forcément, c'est comme ça que je suis rentré dans la délégation. Et pour la petite histoire, après, donc, on avait quand même le cousin de mon collègue qui travaillait dans les bureaux dans la société où nous étions avant. Et là, il y a aussi une phrase qui a été sortie, et nous, on l'a appris par le cousin du patron. En fait, il a fait après, il y avait la Saint-Joseph et des menuisiers. Il a fait la Saint-Joseph, et à un moment, oui, on parle de l'atelier bois, puisque ça vient de se passer. Il parle de l'atelier bois. Et il a dit cette phrase, donc, quand il y a la gangrène, soit on coupe, soit on main. Et à partir de ces phrases-là, on a trompé. Soit il arrêtait l'atelier menuiserie, ou soit ça pouvait s'amplifier et arriver dans les autres ateliers, ce qu'il ne voulait pas, parce que si tout le monde faisait comme l'atelier menuiserie, pour lui, il n'avait plus d'emprise sur les ouvriers. Et ça me plaisait. Donc c'est comme ça, plus ou moins, et puis je me suis rendu compte un petit peu de ce qu'il y a. Merci beaucoup Dorian pour ce témoignage. Maintenant, on va repasser un peu au public, on va rebondir un peu sur ce que Dorian et Ida nous ont expliqué. Donc, il y a beaucoup de divisions, on entend beaucoup parler. Donc, maintenant qu'on a compris un peu ce que c'est la conscience de classe, on va voir qui la compose. Mais avant ça, on aimerait bien voir vos réponses. Donc, juste afficher rapidement. On doit pas de retard. Il y a un ordinateur, ça va être conscient, ça. Ok. Maintenant, pour qu'ils nous aiment bien, si vous n'avez pas demandé, vous répondez, et validez tout en bas. Sinon, vous pouvez dire oralement. S'il y en a qui savent pas écrire par téléphone, qui veulent lever la main et dire, soyez pas gênés, si vous n'êtes pas timide, la première, il tenait. Il a bu sec du patinier. Qui compose selon vous la classe travailleuse aujourd'hui? Carrément, comme ça. Je réfléchis. Je parle pas quoi. Les ouvriers, les travailleurs. Ouais, un travailleur, c'est. Ah oui, un employé, ça travaille aussi. C'est pas la guerre contre les employés, on va pas encore. Je pense qu'il y en a des liens, soyez. Le travailleur, intérimaire, ouvrier, salarié, richesse, tout le monde sauf de patronat.
Les jeunes. Ok, bon, il a beaucoup de réponses. Mais on entend souvent en formation, entre ouvriers et employés, les travailleurs de la sous-traitance, les flexi-jobs, les jobs étudiants, toute cette division en fait auquel Dorian a fait face aussi dans son entreprise. Est-ce qu'on peut, ou la désindustrialisation auquel fait face tout le secteur du métal, on détruit les collectifs des travailleurs qui ont construit toute cette histoire. Est-ce qu'on peut encore parler maintenant d'une seule classe, en fait? Est-ce que tu peux nous répondre à tout ça? C'est ce que la classe capitaliste aimerait que l'on croit. C'est que la classe travailleuse n'existe pas. Que si on la détruit, si on considère qu'elle n'existe pas, si on arrive à faire croire qu'elle n'existe pas, les gens ne s'identifient pas et ne passent pas les étapes dont on a parlé, conscience d'être exploité, s'organiser et au final lutter, voire essayer de renverser le système de manière collective. Et donc c'est ce qu'ils veulent que nous croyons, c'est ce qu'ils diffusent. Vous avez sûrement entendu des débats où on dit oui, mais ces histoires de classe, c'est pour Germinal, hein, c'est des trucs qui viennent des Ming, qui viennent de l'ancien temps, ça c'est des écrits de Karl Marx qui datent de plusieurs centaines d'années, mais maintenant il n'y a plus de classe. Et d'ailleurs on a remplacé les mots, on dit maintenant il y a la classe moyenne, par exemple. On dit on a des intérêts communs entre nous et la classe et votre patron, on a tous intérêt à ce que la société fonctionne. C'est ce qu'on nous dit, hein. On est dans le même bateau. C'est des phrases qu'on utilise de manière générale pour essayer de nous faire croire qu'il n'y a pas d'opposition entre les classes. Mais il y a d'autres stratagèmes qui ont été utilisés et mis là, en multipliant les statuts, on essaye aussi de détruire le collectif. Une des premières grandes différences, c'est la séparation du statut ouvrier et employé. Ça a été dit dans la salle, on a déjà divisé la classe, je dis pas en deux, à une époque peut-être pas en deux, mais maintenant quasiment en deux, si on prend les statistiques, en disant vous n'avez pas les mêmes intérêts. Eux, c'est des employés, ils sont dans des bureaux séparés. On les a mis bien près du patron, on leur fait bien croire à eux qu'ils étaient proches de la direction. Et vous a mis dans des ateliers, ou nous a mis dans des ateliers un peu plus éloignés. On a déjà créé une division. Ça ne suffit pas. À l'intérieur même de ça, il faut créer d'autres divisions. Le sous-traitant, tout le phénomène de sous-traitance qu'on a connu avant dans une usine de la métallurgie, que ce soit la camarade qui faisait l'entretien, ou le camarade qui assemblait la voiture, ou qui assemblait le train, ils étaient tous dans la même entreprise, avec le même statut, le même contrat de travail, la même commission paritaire. Qu'on a décidé un jour, eux qui viennent faire l'entretien des bâtiments ne font pas partie de l'entreprise, on les met dans une entreprise de sous-traitants. Et on dit d'ailleurs à la délégation, tu ne dois plus t'occuper de ces gens-là, ils ne sont plus partie de notre boîte. Pourtant, ils participent autant que les autres travailleurs à la construction de ce qu'on fait dans l'usine ou dans le lieu de travail. Puis on a créé le statut intérimaire. On n'a pas les mêmes intérêts. Un intérimaire, il est là de manière temporaire, on ne sait pas s'il va rester, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on va s'attacher, créer un collectif avec quelqu'un qui demain ne sera plus là? Et donc le patronat vous dit, vous n'avez pas intérêt, en tant que délégation, en tant que délégué, ou même en tant que travailleur, à créer du lien avec ces gens-là. Ils ne sont pas là pour longtemps, ou s'ils sont là pour longtemps, mais on verra. Et puis de toute façon, ils ne sont pas dans la même commission paritaire, c'est pas le même patron, c'est pas dans le contrat. Et puis il y a d'autres divisions qui ne sont pas propres dans les statuts, mais on pourrait multiplier. Il y a les fonctionnaires qui ont un statut différent. Il y a tout ça. Il y a les malades, les gens qui temporairement ne peuvent pas travailler, c'est encore une autre catégorie. Il y a les gens qui temporairement n'ont pas de travail, les chômeurs, c'est encore une autre catégorie. Et puis il y a les étrangers. Il y a les gens qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même, ou les personnes qui n'ont pas la même orientation sexuelle, etc. Et donc tous ces facteurs de division sont utilisés, sont même inoculés par le système capitaliste à l'intérieur de la classe travailleuse pour casser cette force du nombre, qui a bien été expliquée par Dorian. Si vous prenez notre État, la Belgique, il y a... Moi, il a aussi des indépendants. Et les petits indépendants. Exactement, tu fais bien de le placer. Il y a différents types de personnes qui
n'exploitent qu'eux-mêmes, hein, les indépendants qui sont tout seuls, qui n'exploitent pas d'autres travailleurs, qui n'exploitent pas la force de travail que d'autres, et donc on a donné un statut différent, où on a créé ce statut différent. Mais dans les entreprises, des camarades des entreprises de services, on a parfois poussé des travailleurs à se mettre en statut indépendant. Ils continuent à travailler pour le seul et même donneur d'eau, hein, donc ils ont quasiment le même travail qu'un travailleur, mais ils doivent acheter leur camionnette, ils doivent faire ceci, cela, mais c'est aussi une manière de croire d'une partie de la classe travailleuse et de l'isoler du reste. C'est vraiment exact. Et Dorian a bien expliqué, voilà, dans notre État, la Belgique, si vous prenez les groupes que constitue la Belgique, le groupe constitué, il y a un lien commun, le travail, les travailleurs, c'est potentiellement, et c'est même pas potentiellement, c'est le groupe le plus nombreux. Il y a 5 millions de travailleurs, à peu près, en Belgique. Il n'y a pas d'autres forces constituées capables de rivaliser en nombre. On peut chercher, hein. On peut chercher, il n'y a pas 5 millions de fonctionnaires, il n'y a pas 5 millions d'ouvriers, il n'y a pas 5 millions de gens issus d'immigration, il n'y a pas 5 millions de gens qui ont les yeux bleus, il n'y a pas 5 millions de profs, il n'y a pas... La seule force constituée, inarrêtable, si elle est unie, et qui peut tout bousculer dans ce pays, avec 5 millions de personnes, c'est le groupe des travailleurs. Et donc, tout est fait pour que ces gens ne s'identifient pas à ce groupe. Ici, il est constitué, s'il se rend compte de sa force, s'il passe de la conscience en soi à la conscience pour soi, est quasiment inarrêtable. Il n'y a pas d'autre sorte. Et donc, le système a bien compris ça. Contrairement aux forces que nous représentons qui, à travers ce séminaire, mais d'autres, prennent du temps à prendre conscience de la nécessité de raviver la conscience de classe, le groupe capitaliste, les capitalistes, eux, ont bien compris ça. Et ils ont mis tout en œuvre pour casser cette dynamique de prise de conscience de classe. La preuve, c'est quelqu'un comme Warren Buffett. Je ne sais pas si vous connaissez Warren Buffett. C'est un grand investisseur américain. C'est l'un des principaux actionnaires de Coca-Cola. Donc, un des visages de la classe capitaliste, lui ne nie pas cette réalité de classe. Il a dit dans une interview, il y a une guerre des classes, il y a une lutte entre les classes, et ma classe est en train de la gagner. Là où nous prenons difficilement conscience de la nécessité de s'unir, qu'il y a une lutte entre nous et la classe capitaliste, le camp d'en face l'a bien compris. Et d'ailleurs, à travers tous ces sous-statuts, à travers la mise en place de la sous-traitance, les délocalisations, le fait d'éclater les unités de production à des différents endroits du monde comme ça, ils ont bien compris la nécessité de diviser la classe travailleuse. Et eux de s'unir. Quand vous prenez un conseil d'administration d'une multinationale, vous avez à travers ce conseil d'administration de la multinationale des gens qui viennent d'horizons très divers, avec des orientations philosophiques différentes, avec des statuts différents, des parcours différents. Mais ils ont compris à l'intérieur même de ces conseils d'administration qu'ils avaient un intérêt commun, c'est-à-dire générer un max de pognon pour le verser en dividendes. Eux ne se sont pas et ne s'embarrassent pas de leurs différences. Ils ne cherchent pas à se dire « toi tu es Nital indien, moi je suis Warren Buffett américain, toi tu es prince du Qatar saoudien musulman, moi je suis Warren Buffett protestant pratiquant. » Ils ne s'embarrassent pas de ça. Ils ont compris qu'ils avaient un intérêt commun, se redistribuer un max de fric, faire remonter un max de dividendes, et que pour ça ils devaient mener une lutte de division de la classe qui les oppose, parce que, quoi qu'il arrive, on l'a dit de manière pas explicite, mais ils ont une faiblesse, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup. On parle du 1%. Ils représentent 1% de la planète, peut-être là où nous, on représente 99% de cette planète. On a la force du nombre. Et ils ont compris que cette force, ils devaient la détruire, essayer de la détruire, en inoculant le poison de la division. Et donc, vous avez, à travers les faux indépendants, les étudiants, les flexi-jobs, qui fait que les travailleurs ont du mal, à cause de ça, parfois, et c'est pour ça, à mon avis, l'objet de ce séminaire, de comprendre qu'ils constituent une classe sociale avec des intérêts communs. Et donc là, est important, en tant que délégués syndicaux, en tant que syndicat, en tant que centrale syndicale, d'avoir une politique contre les divisions, contre les sous-statuts, c'est pour ça, par exemple, que notre FGTV est vent debout contre le programme de l'Arizona pour développer le flexi-job.
le flexi-job, c'est un cancer de division pour la travailleuse. Parce que vous appartenez à un collectif. Vous êtes un travailleur au minimum à 4/5e dans une entreprise. Vous faites partie d'un collectif de travailleurs. Mais on vous dit, tiens, vous pouvez aller travailler ailleurs. À 1/5e ou le week-end. Donc, ça détruit votre idée que vous êtes dans le collectif puisque vous cherchez des solutions à vos problèmes de pouvoir d'achat principalement en allant travailler quelques heures de plus ailleurs, chez un autre patron. Même chose quand on fait venir des pensionnés flexi-job dans l'entreprise. Quand on se bat pour les pensions, et là, on vous offre une possibilité d'avoir une solution individuelle et pas collective, c'est d'aller travailler après votre carrière bien remplie, d'aller vous tuer à la tâche encore dans l'ORECA, d'aller conduire des enfants dans des cars, etc., etc. Et donc, on vous propose un tas de solutions individuelles pour vous éloigner du collectif et des solutions collectives. Et donc, c'est ça pour laquelle il faut être très attentif et travailler dans vos usines et dans vos lieux de travail à contrer cette division entre ouvriers et employés. Ça, c'est une des grandes divisions contre laquelle il faut qu'on travaille. C'est pas si l'harmonisation des statuts va nous y aider, ça peut être une possibilité si on le gère bien, mais en tout cas, il faut savoir unir les intérêts des ouvriers et des employés. Avoir une politique contre la flexibilisation au travers des CDD et des intérimaires. Un exemple, sans vouloir vous saouler, mais une des grandes batailles qu'on a menées dans une entreprise de génie civil qui fermait dans la région de Montporinage, c'était au moment de l'annonce, il y avait 30 intérimaires. Au moment de l'annonce de la fermeture de l'entreprise, il y avait 30 intérimaires. Le premier bagarre de la délégation syndicale a été de transformer les intérims en CDI pour qu'ils puissent bénéficier du plan social. Ce qui paraissait logique à la délégation. Ces gens ont travaillé 3, 4 ans parfois. Ils ont produit des richesses comme nous. Ils ont donc droit à une part d'un plan social qu'on va aller négocier avec la direction parce qu'ils sont travailleurs comme nous. Le plus grand combat qu'on a eu à mener n'a pas été contre la direction. La direction a assez vite dit oui, pourquoi pas, quoi. Et les travailleurs, qui, pour certains, avaient déjà réfléchi, va falloir diviser le plan social en plus de parts que si on ne rend pas ses camarades CDI et si on les sort. Ça, c'est un exemple de comment on a réussi à instiller la division entre travailleurs. On a dû expliquer, se battre et pour finir, convaincre les travailleurs qui avaient un intérêt à le faire et que s'il y avait besoin d'un plan social supplémentaire pour ces gens-là, on avait justement 30 camarades en plus pour aller faire la bagarre, pour aller chercher ça. Mais ça a été une bagarre, une lutte. Et donc, avoir une politique qui tient compte aussi, dans notre vision syndicale, des camarades qui sont sous statut intérimaire. C'est pas un matelas de sécurité, les intérimaires fournis. C'est une force de travail qui complète la nôtre et contre laquelle on veut lutter sur son statut précaire, contre son statut précaire. Ça aussi, syndicalement, se rendre compte que la lutte contre la flexibilité, la flexibilisation des contrats, c'est une lutte plus globale pour l'unité de la classe et pour que on puisse agglomérer plus de force dans la lutte contre le système capitaliste. C'est une petite lutte, mais qui construit aussi une lutte globale pour l'unité de la classe et pour la prise de conscience de classe. Et je pense que vous avez des dizaines d'exemples aussi de comment des sous-statuts ont été introduits dans votre délégation. Mais il faut être conscient que c'est une stratégie capitaliste, cette ISE. Que c'est pas une fatalité. Que c'est pas parce que, c'est normal de prendre des intérimaires parce qu'on sait pas, demain, peut-être l'entreprise aura plus de contrats, etc., etc. Il y a 10 000 arguments. Non. C'est une stratégie capitaliste mise en place pour diviser les forces de travail. Comme le CDD. Ce n'est pas normal de rentrer dans une entreprise en CDD. On nous a fait croire que c'est normal d'avoir une flexibilité comme ça au début de carrière. Pendant 10 ans, peut-être, c'est normal de galérer un peu. Et après, tu auras une stabilité, tu auras un contrat. Non, c'est une stratégie capitaliste. C'est pas inévitable, c'est pas la providence, c'est rien du tout. C'est une stratégie capitaliste de division pour empêcher ce que le camarade a dit, de créer un groupe plus large, de plus en plus grand, qui se sent uni et qui a des intérêts communs. Et donc ça, c'est important d'avoir bien conscience de ça. Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile, face à tout ça, de construire une conscience de classe. Et de plus en plus difficile,
parce qu'on a créé de plus en plus de sous-statuts. Et pour revenir à la question de l'industrie, évidemment, des grandes usines avec des travailleurs réunis tous au même endroit, pour le système capitaliste, c'est un poison. Puisque, évidemment, ils sont tous sur la même ligne de production. C'est quasiment naturel de comprendre qu'on a tous les mêmes intérêts, puisque je suis 2 postes plus loin que toi, tu es à côté de moi, on prend les pauses ensemble, on mange ensemble, on discute, on arrive tous quasiment par la même entrée, on se voit, on discute, on a tous le même habit de travail, hein, on a tous la même salopette, la même couleur, et donc dans ces grands ensembles industriels, ben, évidemment, la conscience de classe est plus facile à développer, entre guillemets, parce qu'il y a des codes, des choses qui font que les travailleurs s'en rendent plus facilement compte. Et donc, effectivement, détruire ces grands ensembles industriels, les segmenter, en faire des plus petites unités, bien les séparer, les écarter au niveau mondial, en mettre un peu en Asie, un peu en Europe, un peu en Amérique. C'est évidemment aussi une stratégie capitaliste. Les camarades qui travaillent dans les entreprises de services se rendent compte que c'est plus difficile, évidemment, d'unir les travailleurs quand ils sont sur des lieux de travail différents, quand ils ont des chantiers différents. Vous pouvez appartenir à la même entreprise de nettoyage, par exemple, mais j'entends, oui, mais moi je suis du Parlement européen, et moi je suis chez Audi, ou je suis chez Valeo, ou je suis chez Veolia, Voilà, les gens ont la même entreprise, mais ils sont pas dans le même chantier. Et c'est pas la même politique, et c'est pas la même... et donc, ils sentent qu'il y a des différences qui font que parfois votre travail et notre travail est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience pour lutter contre. La première étape pour pouvoir lutter, c'est d'avoir conscience que tout ça est créé pour nous empêcher de créer l'unité d'un place travailler. Merci beaucoup, Elijah, c'était très clair. Dorian, on va passer à toi. Est-ce que justement, toi, tu peux nous expliquer en fait ces difficultés concrètement quand est-ce que tu as compris qu'en fait cette lutte, elle dépassait ta personne, elle dépassait aussi ta propre entreprise, et par quels moyens en fait tu y es arrivé? Oui, ben en fait, c'est vrai que quand je suis devenu délégué, dans le secteur de la construction, après, j'ai commencé à participer aux réunions sectorielles de la construction. Et quand on arrive là, ben forcément, on rencontre tous les délégués de toutes les entreprises de construction de la région. On discute ensemble, on voit un petit peu les problèmes qui se passent, et on se rend vite compte qu'en fait, ben, voilà, les problèmes qu'on trouve dans nos entreprises, dans d'autres entreprises, ben, c'est pas que nous qui vivons. C'est pareil dans toutes les entreprises que j'entends de la construction. On se dit plus ou moins tous la même chose. Et à ce moment-là, ben, c'est vrai que dans la construction, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Par exemple, si on prend un exemple, ben, c'était beaucoup sur le dumping social, donc la sous-traitance. Il faut savoir que chez DEP, on a un patron qui donc se vantait lui-même de dire qu'il avait plus de 1000 sous-traitants, alors qu'il avait une centaine d'ouvriers. Donc à ce moment-là, c'est vrai que tout ça, quand on en discute avec les travailleurs, pour eux, à votre avis, à qui ils en veulent? Est-ce qu'ils en veulent au patron ou est-ce qu'ils en veulent aux sous-traitants ou aux députés sociales? Les travailleurs, quand on en parle, pour eux, ben, les mauvais, c'est justement les sous-traitants. Regarde, moi je dois passer derrière lui, vu il a de beau travail. Moi je suis maçon depuis 20 ans. Il a de beau travail, et moi je dois passer derrière lui pour refaire les retouches. C'est pas normal, il prend mon travail. Oui, mais quand on le comprend comme ça, oui, c'est une injustice. On prend cette injustice, donc on sait pas vraiment comment répondre à tout ça. Donc, on a vraiment quelque chose. Est-ce que c'est de la faute du sous-traitant? Ben, le sous-traitant, il faut savoir qu'il est arrivé. Il n'est pas arrivé comme ça par hasard parce que il avait envie, il avait une porte, il est rentré. On l'a appelé. On a appelé certaines entreprises de sous-traitance. Qui est-ce qui l'a appelé? Tout ça se fait, c'est les patrons. Si le patron n'appelle pas de sous-traitant, il utilise ses hommes et tout va bien. Encore une fois, ben, l'histoire, c'est l'économie. Voilà, on gagne plus d'argent si on fait comme ça. Mais pour les travailleurs, c'est pas tout de suite clair. On en veut à qui? On en veut à celui qui prend notre travail. Donc, effectivement, là, on se rend compte que dans la construction, dans toutes les entreprises avec qui je pouvais parler, les délégués,
tout le monde me disait la même chose. C'est le dumping social, les ouvriers, c'est ce qu'ils en parlent. Donc déjà là, c'est vrai que je me rends compte que le problème, c'est pas l'entreprise même où je suis, c'est l'État. Après, forcément, donc, je suis rentré dans le comité exécutif de ma régionale, et là, on n'y a plus que le secteur de la construction, il y a d'autres secteurs. On rencontre d'autres secteurs. Et on se rend compte aussi, directement, que, oui, ce n'est pas que de la sous-traitance, mais il y a aussi tous les problèmes de la même manière, et on fait vite le lien entre tout. On fait vite le lien de tout ça. Et à ce moment-là, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas, mais comment... On n'est pas encore... Et c'est ça qui... Mais ça, je vais revenir dedans dans la prochaine question aussi. C'est... on entend tout ça, mais comment répondre? Comment réagir devant les travailleurs? Comment... On est délégué, mais on n'a pas non plus... Voilà. Quand on est délégué, on vient d'être délégué, on n'a pas les âmes. Et des fois, on se sent un peu démunis dans les travailleurs qui, eux, sont dans une colère, clairement, mais on ne sait pas quoi leur répondre, comment leur répondre et comment le faire comprendre. Parce qu'on a déjà du mal à comprendre ce qu'on a. Ensuite, forcément, j'ai eu les formations. Et grâce aux formations, c'est vrai que là, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Parce que dans les formations, on vous explique. Voilà, effectivement, on parle justement des conditions de classe. On parle de la lutte des classes. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses s'éclairent. Et la désinformation, c'est ce qui se passe beaucoup. Et ce qui se passe beaucoup, c'est la désinformation. On ne veut pas que les gens soient informés, on ne veut pas que les travailleurs soient informés de ce qui se passe. On veut justement, au contraire, qu'ils ignorent tout ce qui se passe, même dans leur entreprise, parce que pour eux, voilà, je suis rentré, le patron, il est gentil, il m'a fait un CDI, moi je travaille pour lui, il me paye, c'est ce que je demande. Bon, il y a des sous-traitants, ils prennent mon travail, c'est pas juste, c'est pas normal, il ne doit pas avoir de sous-traitants. Après le patron, il est gentil, moi, le patron, je peux lui demander, il est là, quand il passe, il me dit bonjour, il me dit bien bonjour. C'est juste ce qu'on voit, et en fait c'est un écran de fumée. Donc, la division, c'est pas compté, c'est un peu manipulé, que je regarderai un petit peu sur ce que Hilal a dit sur Warren Buffett. Donc, oui, la conscience de classe, elle passe aussi par les mots. Et là, dont on a aussi Idé Sarki qui avait fait un très beau livre, donc Les mots qui puent. Et non, on se rend compte que tout était pareil avant. Hein. On est des délégués syndicaux, on travaille, on est des syndicats, on va parler un syndicat, des syndicats, mais on est maintenant des partenaires sociaux. Des partenaires, je veux bien. À partir du moment où on est partenaire, on n'est plus vraiment en train d'attaquer quelqu'un. Moi, si je joue au tennis, je suis partenaire, il a du même côté du filet que moi. C'est pas mon adversaire, c'est mon partenaire. Après, forcément, il y a des choses qui sont passées comme on a fait passer les cotisations patronales. C'est devenu des charges patronales. Et à force de l'entendre, forcément, oui, l'ouvrier dit, des charges, c'est plus une cotisation comme les cotisations normales, non. Je suis donné une charge, je coûte cher à mon patron. Si je coûte cher à mon patron, je dois me donner pour mon patron. C'est toutes des choses qui ont servi. Après, voilà, on a changé aussi certains noms. Voilà. On va parler des techniciennes de surpat, techniciens de surpat. Oui, avant on appelait ça comment? C'était nettoyeur. Voilà, maintenant on est technicien à monnaie. Voilà, on a juste revalorisé un mot. Et grâce à ce mot, pourtant on n'a pas eu plus, on n'a rien gagné, mais on se sent valorisé. Alors que rien n'a changé. Et en faisant ça, oui, forcément, on arrive encore à diviser. On divise, on divise, on divise. Et quand on regarde, oui, ici, donc, en prenant la salle de Warren Buffett, donc, il y a bien une lutte des classes, bien sûr, c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre, et nous gagnons. Si vous ne trouvez pas le moyen d'aimer l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Et là, on se rend compte de deux choses. C'est que nous, ici, on est en train de parler de conscience de classe. Pendant que eux,
parlent quand même avec des mots beaucoup plus violents. Eux, ils sont pas dans la conscience de classe, ils sont dans la lutte de classe. Et ils parlent carrément de guerre. Pour eux, on a déjà préparé tout ça. Eux, ils sont dans une guerre contre nous. Alors que nous, on doit seulement prendre conscience que si on est tous ensemble, on est beaucoup plus fort qu'eux. Et c'est pour ça que la division entre peut-être et ça a pris du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'ils ont fait. C'était dizaines et vingtaines, 30, 40 ans qu'ils font ça. Mais maintenant, on est tellement divisés que nous, on cherche ça conscient. Voilà, conscience de CAF. Mais eux sont toujours dans la lutte, toujours dans cette guerre des classes. Et comme il dit, ben oui, nous la gagnons. Et maintenant, ils se cachent même plus. Si on gaffe le gouvernement, est-ce qu'il se cache encore de quelque chose? Maintenant, ils osent tout. Et quelle est notre réponse à tout ça? Nous, on se cherche encore. Donc, voilà. Je peux dire à ça. Merci Dorian. Hilal, on va repasser à toi. Donc, Dorian nous a expliqué un peu que les formations l'avaient beaucoup aidé dans la construction de sa conscience de classe, mais aussi les comités avec les délégués sectoriels qui lui ont permis de créer des liens. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer en tant que responsable, secrétaire général du métal, comment est-ce que vous faites, vous, dans votre centrale, pour pouvoir faire revivre cette conscience de classe concrètement, et quels sont aussi les défis que vous rencontrez? Donc, tu as parlé de la division. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment vous y faites face? Oui, partir au commencement, un des débuts, avant qu'on mette en place un plan d'action dans la centrale sur cette question de la fierté de classe, c'est un élément, et de la conscience de classe. On est parti d'un constat, notamment en interrogeant nos militants, qui avaient effectivement une offensive libérale, idéologique, avec des mots, avec des concepts très très fortes, et une contamination forte du monde du travail, et y compris des permanents et militants, avec les mots qui étaient utilisés par nos adversaires. La question de « on est des partenaires », ça revenait quand on a interrogé les militants qui commençaient leur cycle de formation. Quel est le rôle d'un syndicat? Et souvent, pas tout le temps, mais une des réponses, c'était « on est un tampon entre le travailleur et le patron ». On est là pour relayer les informations qu'on reçoit du patron vers les travailleurs, voir un peu comment les travailleurs réagissent, et puis remonter l'information vers le patron. Et donc il y a une forme de délitement de la conscience de classe, puisque un syndicat n'est pas entre le travailleur et le patron. Il est le syndicat des travailleurs contre le patron. Il est du côté des travailleurs, mais il faut avouer que le système global, qui détient les médias, qui détient et qui a des positions dans certaines écoles, dans certaines universités, dans les business schools, comme on les appelle, Solvay, des médias, je vous l'ai dit, tous les experts que vous voyez passer à la télé, qu'on appelle experts comme s'ils étaient neutres, mais qui en fait sont des suppôts du système capitaliste, qui sont là pour nous expliquer comment on doit penser, comment on doit vivre. Effectivement, le système a tout ça dans sa main et il déploie tout ça pour casser ça, y compris dans nos rangs à nous, y compris chez certains militants, chez certains délégués qui, entendant ça toute la journée, en arrivent à penser qu'ils sont en fait dans la société. Si vous demandez dans la société plus largement, c'est quoi le rôle du syndicat? Le syndicat est aussi parfois assimilé à un agent de l'État, puisqu'on paye le chômage, puisqu'on est au comité de gestion de l'ONSS, puisqu'on est dans les comités de gestion de la sécurité sociale. Le syndicat est parfois assimilé au système, à étant comme l'État, comme une administration, comme étant un segment du système. Et comme étant le syndicat des travailleurs, organisé des travailleurs, mais comme je l'ai dit, un peu hybride entre les deux. Il est avec les travailleurs, mais il est aussi intégré dans l'appareil de l'État. Et donc, avec toute cette conscience, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va travailler à ça? Et donc, on a construit notre dernier congrès qu'on a intitulé « Pour un syndicalisme de classe ». Pour que le syndicalisme se définisse clairement, parce que les mots sont importants. Si on arrête de parler de classe, si on utilise d'autres termes que, par exemple, comme classe moyenne. Classe moyenne, ça suppose qu'il y a plusieurs autres classes. Il y a la classe des pauvres, la classe des riches, la classe moyenne.
si on arrête d'utiliser le mot classe, si on ne revient pas en tant que syndicat offensivement avec le terme classe travailleuse, bah effectivement, les travailleurs, eux, auront encore plus de mal de s'assimiler à ça puisque on ne donne pas le nom de ce qu'on est. Et pour être quelque chose, il faut qu'il ait un nom. Je vais prendre un exemple totalement éloigné de tout ça, mais et c'est quelque chose qui m'avait marqué et qui m'a toujours, avec lequel j'ai toujours fait des liens. Il y a une dizaine d'années, j'avais une amie qui a fait ce qu'on appelle un délit de grossesse. Et elle me dit, qu'est-ce que ça a à voir? C'est-à-dire que pendant 6 mois, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Le mot enceinte n'était pas, elle ne l'avait pas assimilé. Elle n'avait aucune forme externe d'être, son ventre n'avait pas grossi, elle n'avait pas tout ce qu'on peut voir et tout ce qui marque physiquement une femme qui est enceinte. Elle est allée chez le médecin parce qu'elle se sentait mal. Il lui a dit, madame, vous êtes enceinte. Il n'a pas fallu 3 jours pour que les signes extérieurs physiques de la grossesse se manifestent. Et je dis ça parce que le fait qu'elle ait pris conscience qu'elle était enceinte a amené tout un tas d'autres mécanismes. Elle est devenue une femme enceinte à partir du moment où on lui a dit qu'elle l'était, qu'un médecin lui a dit. Mais c'est le même mécanisme pour la classe travailleuse. Si on ne dit pas aux travailleurs qu'ils appartiennent à la classe travailleuse, ils vont avoir d'autant plus de mal à prendre conscience qu'ils font partie de cette classe. Et donc, on a besoin d'utiliser les mots et dire « nous sommes un syndicat de la classe travailleuse et vous êtes des membres de la classe travailleuse ». Et pourquoi travailleuse? Parce qu'on évite toute la division. La classe ouvrière, la classe employée, la classe intérimaire, la classe sous-traitant, la classe fonctionnaire. Vous êtes la classe des gens qui travaillent, qui n'ont que leur travail comme moyen de subsistance et qui le vendent pour le marché du travail pour survivre. Et vous avez tous cette caractéristique-là qui vous unit entre vous. Et donc, on s'est dit que la bataille des mots et de offensivement utiliser le mot classe, chose que nos syndicats avaient un petit peu délaissé, beaucoup même délaissé à un moment, était très avant. Et réutiliser le mot travailleur comme étant le mot de ce qui nous unit et éviter toute autre détermination qui divise. Par exemple, nous sommes un syndicat ouvrier, mais offensivement, on a décidé d'utiliser le mot classe travailleuse et pas forcément réutiliser uniquement le mot classe ouvrière. Parce que la réalité du monde du travail a changé. Dans les secteurs du métal, des gens qui ont des fonctions d'ouvriers ont de plus en plus le statut d'employé. Donc c'était vraiment une offensive sémantique que nous avons voulu mener à travers notre congrès et qui se décline dans toute notre communication en utilisant le mot classe travailleuse, en montrant les travailleurs dans notre communication. Pourquoi montrer les travailleurs? Montrer les travailleurs au travail, ça c'est l'aspect fierté de classe. Parce que vous pouvez prendre conscience que vous êtes un travailleur, mais pas en être fier. Parce que ça aussi, le système ne veut pas que vous soyez fiers d'être des ouvriers, d'être des travailleurs, de vendre votre force de travail. Le système n'a pas envie que vous soyez fiers, parce que si vous êtes fiers, ça vous donne un peu de force, ça vous donne un peu de courage, et ça me permet d'être dans une autre disposition. Et donc ça, c'est un autre élément, c'était de montrer ce que les travailleurs font, leur savoir-faire. Pas seulement montrer des environnements de travail sales, des usines délabrées, moches, sales, mais montrer ce que les travailleurs font. Et technologiquement, que les travailleurs font dans différents secteurs, c'est quand même des choses assez extraordinaires. En Belgique, il y a des travailleurs qui créent des pièces d'éoliennes, qui créent des pièces qui font des bateaux. Dans mon secteur, il n'y a pas un avion qui vole dans le monde sans une pièce qui a été usinée en Belgique. Quand vous dites ça aux travailleurs, ça les met dans une autre disposition. Quand vous dites à votre travailleur, c'est votre employeur qui a créé votre emploi. On dit même ça. C'est les entreprises qui créent de l'emploi. L'entreprise ne crée jamais un emploi. Une entreprise ou un employeur achète un emploi quand il en a besoin. Il achète le travail que vous fournissez. Il n'a créé aucun job. Créer des jobs, ça c'est un truc aussi sémantiquement qu'ils ont inventé pour faire croire que c'est eux qui font tout. Et vous n'avez plus qu'à vous pointer et à faire ce qu'on vous demande. Mais quand vous dites aux travailleurs ce que vous faites, c'est extraordinaire, que vous mettez en avant les technologies qu'ils utilisent, que vous mettez en avant le travail qui est réalisé, là, c'est la construction de la fierté de classe. Et ça, c'est un autre élément dans notre stratégie, notamment de communication, qui est utilisé. Si vous êtes attentif aux communications des métallos, de plus en plus,
on montre les travailleurs, on montre leur environnement de travail dans nos communications pour que les gens en soient fiers, parce que ce qu'ils font, ils ont de quoi en métier. Et puis on a mis en place une formation qui s'appelle Fierté de classe, où là aussi, un peu comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui se ressemblent. Les travailleurs en séminaire, 2 jours, viennent, et donc on a une formation sur la conscience de classe, la fierté de classe, où on explique ce que je vous ai expliqué, en quoi les entreprises ne créent pas de travail, en quoi c'est les travailleurs qui créent la richesse, etc. Parce qu'on a compris qu'il fallait repartir vers cette base-là pour contrer tout ce que le système capitaliste est en train de dire aux travailleurs. Et donc, 2 piliers, prendre conscience qu'on appartient à une classe travailleuse, être fier d'appartenir à la classe travailleuse, et comprendre comment être organisé permet à la classe travailleuse de contrer par sa force, par son nom, le système capitaliste. Et donc, à partir des constats un peu ce qu'on fait aujourd'hui, on a mis en place et on a lancé un congrès avec beaucoup de réflexions et mis en place une politique, une stratégie syndicale basée et centrée sur la question de la conscience de classe et le retour à un syndicalisme de classe, donc un syndicalisme qui évite de se définir comme étant entre le patron et le travailleur, mais un syndicalisme qui offensivement dit non, nous on est des travailleurs et on représente la classe travailleuse et on est du côté de la classe travailleuse et nous n'avons aucun intérêt commun avec la classe qui est face à nous. Et à partir de là, on peut commencer à construire une conscience, y compris vers les affiliés, vers les travailleurs. Et là, un peu comme Dorian le disait, qu'on crée toute l'idéologie libérale qui malheureusement se véhicule de plus en plus, y compris parmi nous. Merci beaucoup, Hilal. Maintenant, on va passer à toi, Dorian. Donc Dorian, c'est mon collègue, il est devenu formateur depuis quelques années, ça va pas si longtemps que ça, 3 ans. 3 ans pour venir expliquer aux délégués la lutte des classes. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer comment est-ce que, du coup, tu as nourri cette conscience de classe, mais tu l'as dit par la formation, mais pourquoi est-ce que la formation syndicale est un outil essentiel pour faire revivre cette conscience de classe? Forcément, donc, moi, j'ai eu la chance, je dis la chance, de pouvoir suivre les formations, ce qui n'est pas le cas pour tous les délégués. Et c'est ça, si je devrais dire un mot à titre personnel, pour que chaque nouveau délégué qui commence devrait obligatoirement suivre un cycle de formation. Parce que quand on devient délégué, et beaucoup d'entre vous le sont et le savent, on arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu dans la soupe, mais on sait pas, on n'a pas d'armes que défendre. Alors que le patronat qu'on a en face de nous, eux, ils sont rodés. Ils ont tout. Ils ont tout qu'on veut avoir. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas justement ces armes? Si on n'a pas les informations, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est toujours ça qui est embêtant. Donc, j'insiste vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait normalement être pour moi obligatoire. On devient délégué, ils doivent avoir des formations qui doivent suivre obligatoire. J'ai connu des délégués, un délégué, il faisait sa première formation, 6 mois après, il était pensionné. Ça faisait 20 ans qu'il était délégué. Et on l'a mis vraiment pour dire, allez, comme dans 6 mois, t'es pensionné, voilà, viens passer 3 jours avec nous. Mais c'est dommage quand même, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Mais effectivement, oui. Donc, pourquoi maintenant je suis devenu formateur? J'ai eu la chance de suivre les formations, les spécialisations. J'ai échangé énormément avec les travailleurs. Dans l'entreprise, donc chez EDEP, on a réussi quand même à faire bouger les lignes grâce justement à la communication, qui pour moi est quelque chose de très important, qui est la première chose qui devrait être mise en avant aussi. C'est parce que sans communication, justement, c'est pour ça qu'on essaye de nous diviser un peu partout. Les entreprises, comme il l'a très bien dit, les boîtes, tout le monde est dans le même carré, où c'est une chaîne, de forcément, les informations elles passent vite, et c'est beaucoup plus facile
de s'organiser. Alors que si on est par exemple la construction, les titres-services, où il y a des gens qui sont un peu dispatchés partout, c'est un peu compliqué de justement savoir réunir tout le monde, discuter avec tout le monde, mais il y a toujours moyen. On ne fait pas ça du jour au lendemain forcément, mais c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses que vous devez essayer de faire, que vous devons réussir à faire, et quand on arrive à le faire, bon, on voit que dans les entreprises, ça peut changer. Ça peut changer un peu. Ça peut changer beaucoup après. Moi, chez BEP, on a commencé, donc, comme je l'ai dit tantôt, à essayer de faire quelque chose dans la menuiserie. Ça a fonctionné. On était vraiment redevenus soudés. Et après, c'est parti sur tout le dépôt. On a eu les mécaniciens. On a eu des chauffeurs de camions. Et après, avec les visites de chantier, on a commencé à faire tout. Et on a eu, voilà, on est quand même passé, donc, en affiliation, c'est bête à dire, mais de 60% à plus de 90%. Donc, et ça sur 5 ans. Le patron, une fois qu'il voit ça, il sait quand même que quand on sort son téléphone et qu'il sait qu'il y a 90% de la société qui est derrière vous et que si vous appuyez en dit on arrête et qu'ils vous suivent, qu'ils arrêtent, il n'a plus le même discours devant lui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. C'est pas évident. Et donc, si on a réussi, je dis, dans une société comme je suis dans la CDR où j'étais, je pense qu'il y a moyen de le faire un peu partout. Je pense que oui, effectivement, on a des moyens. On subit de la pression, on subit tout. C'est pas facile, il faut s'accrocher, on n'est pas seul non plus. Il faut toujours le savoir, on a quand même de permanents, on a quand même... voilà. Et la communication restaurative est importante que ce soit envers les permanents, envers les travailleurs, envers les autres délégués et envers les autres entreprises du même secteur ou même d'autres secteurs. On trouve des fois des solutions en discutant justement avec des libres. Pour discuter, moi, ça a fonctionné et après, forcément, j'ai remarqué que c'était grâce aux formations que j'avais réussi à apprendre tout ça. J'ai pas appris tout sur le tas parce que forcément, on se rend compte de beaucoup de choses, on ne sait pas comment réagir, les formations nous apprennent à tout ça. Et après, j'ai eu l'occasion donc d'être animateur à la centrale générale. Donc, j'ai participé un peu plus, toujours un peu plus, et après, je me suis dit, c'est vrai que j'ai appris tout ça, et ce qui serait bien, c'est de pouvoir le partager. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer en tant que formateur au CEPAC, et quel est le meilleur endroit pour partager toutes ces choses-là que dans une salle de formation, au peu d'appétition. Pour moi, c'était vraiment l'évidence même que je promets. Maintenant, c'est nous partageons, et c'est à vous de diffuser, de partager. J'espère que vous pourrez faire aussi énormément. On arrivera quand même à avancer sur quelque chose de solide. Il y a moyen de faire quelque chose, mais il faut bien se rendre compte. Donc la conscience de peur, se rendre compte qu'on est tous ensemble, qu'on est tous dans le même bateau. Même si le patronat nous dit tout à fait le contraire. Merci. Quelle fierté d'avoir notre collègue. Et Hilal. Hilal, maintenant, est-ce que pour conclure ce séminaire, est-ce que tu peux, cette première partie du séminaire, nous expliquer pourquoi la lutte contre l'Arizona est en fait une lutte de classe et en quoi la conscience de classe va être un enjeu pour pouvoir gagner cette grosse bataille? Évidemment, ils vont encore une fois essayer de nous faire croire que l'enjeu du gouvernement Arizona et de son programme n'est pas un enjeu de classe, puisque ils vont se cacher derrière l'idée, il y a de la dette, on est tous dans le même bateau, si ça va pas, on va tous couler. On va tous couler. Et on est là pour sauver le pays, on est là pour sauver l'économie de ce pays, et on est tous là pour mener des réformes qui sont inévitables, nécessaires, ils vont utiliser tous les mots. On n'a pas le choix, en fait, en gros, de mener ces réformes qui font mal à la classe travailleuse, parce que GTB l'a bien dit, dans toute la communication, 95% des mesures d'économie qui sont faites sur les travailleurs. Donc, pour dire qu'on est tous dans le même bateau, mais ils utilisent, encore une fois, ils étaient là, vous avez tous suivi peut-être le débat des présidents
sur RTL, c'était clair, hein, on est obligé de faire les réformes et on va sauver le pays. Ils veulent cacher à travers cet écran de fumée le fait que c'est une lutte des classes. Je l'ai dit, ils veulent faire porter le poids des économies et des réformes sur les travailleurs. Sur les travailleurs dans la fonction publique, puisqu'on va tuer le service public, sur notre sécurité sociale, nos cotisations sociales que nous avons décidé de collectiviser, ils s'y attaquent, notre condition de travail, puisqu'il va nous faire des heures supplémentaires sans jamais avoir quoi que ce soit à dire. Donc, c'est une lutte de classe. D'ailleurs, si vous partez des déclarations de De Wever, en 2010, notre Premier ministre, lui, ne se cachait pas un peu comme moi, 27, hein. Il a dit « Mon patron, c'est le VOCA ». Le VOCA, c'est l'organisation patronale des entreprises flamandes. Mon patron, c'est le VOCA. C'est un peu la même phrase que Warren Buffett ont fait une lutte des classes. C'est « Je suis du côté de la classe capitaliste et je vais mettre un programme politique qui est favorable à cette classe capitaliste. » Et ici, on voit très bien que le programme de l'Arizona, c'est un programme de lutte des classes. Que De Wever avait annoncé en 2010 en disant mon patron, c'est le VOCA. Donc, quand j'étais Premier ministre, celui qui me donnera les ordres et qui écrira le programme de mon gouvernement, ce sera le VOCA. Et c'est ce qui est fait. Et donc, on est en plein dans une lutte des classes. Vraiment, de manière claire, dans une lutte des classes. Comme les camarades français, comme les camarades allemands, comme ce qui se passe aux États-Unis, où il y a des grands mouvements sociaux qui ont lieu, notamment dans le secteur automobile, pour aller augmenter les salaires, dans le secteur de l'aéronautique. Mais en Belgique, comme parmi d'autres pays, nous vivons clairement face à ce gouvernement qui a choisi un camp, celui du camp capitaliste, et qui met un programme de dépense du capital en place. Donc on est vraiment clairement dans une unité de classe. Là, il y a deux aspects. La question, c'est en quoi la conscience de classe va nous aider à gagner la bataille. La chose, c'est clair. Prendre conscience qu'on est une classe fait en sorte qu'on peut déployer notre plus grande force, qui est le nombre. Et je fais le lien avec la manifestation du 14 octobre. Le nombre qu'on va être capable de prendre conscience qu'il faut lutter dans cette lutte de classe et de nous rejoindre à la manifestation, ça va être déterminant. Mais il y a un autre aspect qui est l'inverse, c'est en quoi cette lutte contre l'Arizona va nous aider à faire prendre conscience les gens qu'ils appartiennent à une classe. Puisque le passage du fait d'être je suis dégoûté des mesures de l'Arizona parce que je pensais avoir 500 € et je les aurais pas. Le passage de ça à nous sommes une classe travailleuse embarquée dans une guerre des classes par le système et je dois m'organiser pour lutter. Ce passage-là, il n'est pas naturel. C'est pas quelqu'un qui se lève le matin et qui dit je suis dans la merde. Ah, tiens, aujourd'hui je vais prendre ma douche et je vais aller me syndiquer, m'organiser pour lutter. Ça se passe pas comme ça et vous le savez. Et c'est les luttes, justement. C'est quand on mène des luttes, quand on est dans la lutte, que les gens prennent conscience de ça. Il y a une petite victoire. Tiens, on a arrêté le travail 1 heure et on a eu le chèque repas en plus. Tiens, on a arrêté 2 jours et le plan que le patron voulait mettre en place pour réduire les coûts, on l'a évité. Tiens, l'Arizona voulait encore aller plus loin sur les pensions, notamment sur les malades, etc. Et on a mené des manifs et on n'a peut-être pas tout gagné, mais on a gagné une partie. C'est comme ça que les gens commencent à prendre conscience, qu'ils passent une conscience qu'ils sont dans la merde, à une conscience, on peut s'organiser collectivement avec ma classe pour changer les choses. Et donc ma réponse, elle est double. C'est oui, évidemment, il va falloir faire prendre conscience aux gens qu'il va falloir être nombreux, que la force c'est le nombre, qu'on est tous touchés par les mesures de l'Arizona, parce que vous voyez, ils sont forts, hein. On touche un petit peu les pensionnés, un petit peu là, un petit peu là. Donc, c'est aussi une lutte, une continuation de la lutte des classes et de division. Donc, nous, on doit aller contre ça pour faire conscience qu'on est tous dans le même bateau et tous touchés. Mais prendre conscience aussi qu'on va avoir besoin de ces luttes pour renforcer la conscience de classe. Et donc, c'est une réponse et un schéma double. C'est être dans la lutte pour mener la guerre des classes, mais aussi être dans la lutte pour qu'à travers cette lutte, de plus de gens rejoignent le camp de ceux qui ont compris et qui ont embrassé cette idée qu'effectivement, on est la classe travailleuse et qu'on doit s'organiser pour lutter. Et
On ne sait jamais où est-ce que ça nous mène. Hein. Je pense que vous avez un cours magistral sur le mouvement ouvrier. Il y avait des petits mouvements qui ont commencé et qui ont mené vers des grands changements de société. Je rappelle quand même que la révolution 1919 en Russie part le 8 mai d'une lutte des femmes de la classe travailleuse et elle aboutit à un changement de société radical. Après, on en pense qu'on veut. C'est comme ça, mais la lutte contre l'Arizona, c'est peut-être aussi un moyen d'avoir et de construire une lutte plus globale contre le système capitaliste, parce que je rappelle quand même que la déclaration de principe de la FGTB, c'est qu'on est pour un changement radical de société et qu'on est donc pour le renversement du système capitaliste. Hein. Ni plus ni moins. C'est très ambitieux, c'est quelque chose d'ambitieux, mais quand on adhère à la FGTB, on est pour le renversement du système, et le renversement du système, il n'arrivera pas si on n'est pas unis. Et donc la conscience de classe est probablement inscrite dans l'ADN de la FGTB à travers sa déclaration de principe. Bravo à nos deux intervenants qui étaient très très bons et qui nous ont bien motivés pour le 14. Maintenant, on va passer à 10 minutes de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main et je passe avec le micro. Where is it, please? Bon. Super, si. Oui. Donc, moi, je m'appelle Lucas Sessulen, je suis délégué AMIO au ministère, quoi. Et je m'occupe des pensions, de manière générale. Donc, j'ai une réflexion là-dessus. Alors, j'ai envie de dire, enfin, on revient à un discours de classe. Et l'étape suivante, c'est de plus poster en victime. Parce que pour l'instant, le discours de la bourgeoisie, c'est on a un système qui fait malheureusement des victimes, et puis il y a des crises, il y a des victimes, et puis on essaie de faire. En fait, c'est pas du tout ça, il n'y a pas des victimes. Il y a une classe de travailleurs qui a amené le progrès dans la société, qui a amené que nos enfants vont à l'école jusqu'à 18 ans, qui ont amené le détournement de la démocratie pour en faire chacun a le droit de voter, et il y a une possibilité. Donc tout le progrès social s'est fait par la classe révolutionnaire, par la classe des travailleurs. Alors moi, j'ai une analyse marxiste, donc pour moi, ce qui crée la conscience de classe, c'est les contradictions du capitalisme. On a beau vouloir y croire, à un moment, on se retrouve la gueule dedans, et c'est ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? On a créé le système des pensions, et comme je vous le dis, je connais bien la matière. Quel était l'argument des travailleurs pour obtenir ce système de pension? C'était pas j'ai travaillé un métier pénible et puis un petit déchet là qu'il va falloir répondre à ses besoins, lui jeter quelques miches de pain. Non, les travailleurs, quand ils obtiennent le système de pension, ils disent c'est pour réduire les inégalités de classe dans la société. On n'est pas égaux face à la vieillesse. Et avant le système de pension, la vieillesse pour les travailleurs, c'était la misère. Et donc, c'est pas des victimes qui ont obtenu d'être un peu moins des victimes. Ce sont des gens qui étaient armés en 45 et qui ont fait comprendre au patron que ça passerait plus, que dorénavant, on obtiendrait un droit au salaire. La pension n'est pas un truc, ça c'est dans le discours capitaliste, hein. On cotise et puis à un moment, on a droit à ce qu'on a cotisé. Non, pas du tout. La pension, c'est un salaire. Et comment est-ce que le travailleur obtient sa dignité? À travers son salaire. Ce que les gens demandaient, les travailleurs en 45, c'était que le travailleur devienne titulaire de son salaire à 50 ans. Parce qu'on estimait qu'à cet âge-là, il était assez responsable pour être libre de produire soit dans son usine, soit dans la société de manière générale. Parce que ce qui est aussi important dans la construction d'un récit contre le récit de la bourgeoisie, c'est de définir différemment le travail. Pour l'instant, la bourgeoisie nous fait croire que nous, on n'est pas capable de travailler. Que le seul moyen de travailler, c'est d'aller dans une société tenue par un bourgeois et que c'est le seul endroit où on crée de la valeur. Mais on a démontré, notamment après la guerre, qu'on créait de la valeur en dehors de ça. Quand les gens ont obtenu une pension à 60 ans, hein, après la guerre, pays ruiné, pension à 60 ans, droit au salaire jusqu'à la fin de ses jours. Ils ont investi quoi? Ils ont investi la société civile. Si maintenant on a des petits clubs de foot partout qui sont tenus par des bénévoles, ça n'existe pas, hein?
Un bénévole, c'est un type qui a un salaire, mais qui va produire de la valeur où il le veut. Si son truc c'est le foot, il va gérer un club de foot. Et grâce à ça, on a des petits clubs de foot partout en Belgique et on a des joueurs qui performent au niveau international dans un pays d'11 millions d'habitants. On a une société civile avec des ASBL qui sont pour le handicap, pour régler plein de choses dans la société. Tout ça, c'est géré par des bénévoles. Et des bénévoles, ça n'existe pas. Ce sont simplement des travailleurs qui sont devenus titulaires de leur salaire. Alors quand je parle d'écrire un autre récit que celui de la bourgeoisie, c'est ça. C'est de dire, mais non, nous, on peut créer une valeur dans notre société sans aller dans vos usines, sans aller... vous rendez compte c'est le monde à l'envers. Un type qui va travailler au McDonald's, il crée de la valeur. Un gars qui aide bénévolement des personnes handicapées, il crée pas de valeur. C'est ça qu'il faut se réapproprier. C'est ce récit-là, c'est se dire, mais non, le capitalisme, c'est une religion. C'est vraiment une religion qui repose sur des dogmes. Et le premier dogme de cette religion, c'est que le travail, c'est quelque chose de limité. C'est que le travail, et de ça découle énormément de problèmes, c'est que le travail, il n'y en a pas pour tout le monde. Il n'y en a pas pour tout le monde. Alors, quand un étranger vient, eh ben, il risque de prendre la dignité du travailleur, puisqu'il risque de prendre le peu de travail qu'il y a. Et c'est comme ça qu'on alimente le racisme. Alors que, excuse-moi, je conclus juste... Ouais, mais je conclus juste sur ça, alors que le travail, ça s'invente. Et si nous, on connaît le travail, c'est nous les travailleurs, on peut décider d'inventer le travail et de revenir à des vraies revendications de travailleurs, d'être titulaires de notre salaire, et de produire différemment qu'avec des patrons dans cette réalité. Voilà, c'est tout. Quelqu'un d'autre qui prend la parole? Ah. Merci. Je m'appelle Clio, je suis aussi à Mio, dans les services publics. J'ai vraiment écouté avec attention ce que vous avez dit aujourd'hui parce que moi, je cherche à reconscientiser mes camarades, mes collègues. Et je trouve que c'est un défi énorme d'arriver à faire passer le message syndical, le message de lutte. Et ce à quoi moi je trouve que je fais face, c'est deux choses. L'individualisme, chacun pour soi. Si les autres souffrent, à la limite, c'est dommage pour eux. Mais heureusement, moi, ça va. Moi, ça va encore. Et donc, du coup, les gens se replient sur eux-mêmes. Ils voient juste leur petit intérêt particulier. Et le fait de se dire, je vais me battre pour quelqu'un d'autre, ils disent, ouh, mais ça va me mettre dans les emmerdes. C'est moi qui vais après avoir les conséquences négatives. Et donc, je ferais mieux de rester tranquillement de mon côté, de regarder que le voisin est en train de souffrir et de me dire, heureusement, c'est pas moi. Ça, c'est l'individualisme. Et de l'autre côté, il y a la résignation. Et la résignation, ça me rend folle. C'est vraiment cette idée que les gens se disent, bon, ma foi, ça pourrait être pire. Et on voit vraiment que le discours, notamment de ce gouvernement Arizona, a vraiment réussi à convaincre les gens de ce discours. Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et les gens se sont vraiment laissés convaincre que il n'y a rien d'autre à faire. Les économies, elles doivent être faites et on doit tous en baver. Et ils sont résignés. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, j'ai vraiment peur d'arriver à motiver les gens de sortir de leur fauteuil. Le 14 octobre, ils vont télétravailler. Parce que comme ça, ils pourront travailler de chez eux. Ils seront pas embêtés par les manifestants qui sont bruyants, qui sont désagréables, etc. Et ils vont pas se bouger de leur fauteuil pour faire bouger les choses ici. Voilà. Et donc, si vous avez des conseils à donner pour lutter contre cet individualisme et contre la résignation, je suis preneuse, camarades. Merci. On prend 2 questions et puis on vous répond. Une question là. Bonjour. Il nous reste beaucoup de temps. Moi, ma question, elle est plus pour Dorian, parce qu'apparemment, je pense qu'on vient du même coin. On a parlé d'ERT, et j'ai vécu l'expérience avec mon fils. Donc moi, je ne fais pas partie de ce secteur du tout, mais ça va tout ensemble, comme on dit, de chaque entreprise, les intérimaires. Donc voilà, 14 octobre, ceux-là ne vont pas non plus aller manifester.
Parce que si tu manifestes pas de CDD dans quelques mois, pas de ci, pas de là. Donc ça va déjà diviser là aussi. C'est compliqué en disant, moi je vais pas faire grève puisque l'intérim va venir faire mon boulot. Ça, c'est déjà premièrement. Et parlant de DERT, ce sont quand même des grands amis de l'exploitation. Moi j'ai trouvé ça comme ça. Où justement l'intérim, la belle-manne, tu viens, tu fais mon bazar, surtout la merde. Et puis il y a la grande excuse. Tu es trop long, tu es trop ci, tu es trop là. Je ne te sens pas motivé. Alors moi je ne sais pas, mais je ne te sens pas motivé quand on sort de l'école et pour prendre la menuiserie, où on fait un châssis 30-30 et où on doit aller faire des châssis en atelier 3,20 m sur 4,10 m. Pour être motivé, il faut être encadré peut-être. Donc voilà, moi j'ai un gros problème avec les intérimaires, pas dans le sens qu'ils me dérangent, mais que c'est ça qui aide à détruire tout ce que nous on met en place. Parce que voilà, chaque fois dans toutes les boîtes maintenant, l'intérim, le flexi-job, tu veux pas, c'est pas grave, on prend un intérim. Enfin, l'intérimaire pour moi c'est vraiment le clou de mon cercueil, je vais dire. C'est vraiment un gros poids. Et je trouve ça aberrant aussi d'être la nuit, toute la journée, si tu réponds pas directement dans ton message, c'est un autre qui vient. Donc tu fais ta nuit et toute la journée, t'attends ton message. Si à 9h10 ou à 12h15, ils ont décidé de t'envoyer le message, t'as pas répondu dans la minute, tu bosses pas ce soir. C'est franchement sympathique, quoi. Donc voilà, un peu les ressentis. Allez, prends 2 questions et puis ce sera terminé. Oui, bonjour. Moi, c'est Mako. Je travaille pour Présence Action Culturelle, un mouvement d'éducation populaire. Alors, concernant effectivement les vainqueurs des dernières élections, enfin, ce qu'on entend pas mal au niveau de l'analyse politique, c'est que c'est la peur du déclassement qui aurait engendré la victoire, effectivement, des partis de l'Arizona. Première chose. Deuxième chose, la conscience de classe. Vous avez parlé tout à l'heure des riches, mais il y a une deuxième catégorie qui a une conscience de classe. Ce sont les personnes qui vivent en situation de précarité matérielle. Parce qu'en fait, ceux-là, contrairement à la classe moyenne, ne peuvent pas s'aliéner. Autrement dit, ils peuvent pas aller à la banque, faire un emprunt pour une baraque ou pour une bagnole et se retrouver aliénés pendant 30 ans. Il y a 2 catégories qui, à mon sens, ont une conscience de classe. C'est les très riches et les très pauvres, en fait. Et alors, troisième chose, et là, c'est vraiment une question que je vous adresse. On est sur la défensive parce qu'effectivement, il faut défendre nos conquis sociaux face dans un rapport de force complètement inégalitaire au niveau du jeu politique. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi proposer des horizons désirables aux travailleurs et travailleuses? Et par travailleurs et travailleuses, j'entends celles avec ou sans emploi, travailleurs et travailleuses étrangers et intérimaires, etc. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, je donne un exemple, la question de la réduction collective du temps de travail, sans perte salariale, avec embauche compensatoire, etc. C'est aujourd'hui, il me semble, un combat qui pourrait être intéressant et qui pourrait parler à cette fameuse, par exemple, classe moyenne laborieuse qui se cogne au mur à force de ne plus savoir à quelle classe elle appartient vraiment, et qui a leur proposé un horizon désirable. C'est peut-être les reconnecter et se reconnecter aussi à leurs besoins, par exemple via la réduction collective du temps de travail ou d'autres horizons désirables. Voilà, c'était ma question. Et la dernière question. Bonjour. Moi, je m'appelle Manon et je travaille en permanence chômage à la FJTB. Et du coup, je voulais revenir sur votre intervention sur les attaques de l'Arizona sur la classe travailleuse et sur notamment une partie de cette stratégie qui est d'attaquer aussi les organisations censées structurer et organiser cette classe travailleuse et donc les syndicats. Une stratégie qui, en soi, n'est pas nouvelle puisque c'est lutte de tous les temps. Qui a déjà eu pas mal de victoires avec le simple fait que ces structures ont adopté aussi une partie des mécanismes finalement de la classe capitaliste en leur sein, mais qui aujourd'hui est encore plus violente et brandie par l'Arizona, notamment pour justifier toute une série de leurs réformes.
On le voit beaucoup avec celle sur le chômage, notamment. Et du coup, moi, ma question, c'était, notamment en tant que secrétaire général d'une des centrales, comment vous appréhendez ces attaques-là, pas du tout voilées sur les syndicats, et quelle possibilité de lutte, en fait, par rapport à ça? Merci. Alors, on parle tous un jeu. La tête bleue. Ouais, le constat de l'individualisme et de la résignation, c'est un constat qu'on partage. On peut pas imaginer que le système capitaliste qui déploie tant de moyens pour faire percoler que chacun devait s'occuper de ses problèmes et que le monde tournera mieux si chacun s'occupe de sa petite famille, occupez-vous de vos enfants et le reste de la collectivité, mais ne vous en occupez pas. C'est en ça, par exemple, que moi je dis toujours qu'être délégué syndical, c'est déjà un acte de résistance au système en soi. Le fait d'aller sur une liste syndicale, mettre son nom, se mettre en avant et dire « moi, je vais consacrer du temps, de l'énergie pour faire un bal en plus que les autres, pour défendre des autres », c'est déjà un acte que le système qui est contraire à tout ce que le système nous incite à faire. Le système, globalement, te dit « occupe-toi de toi, de ton compagne ou de ton compagnon si déjà bien, et tes enfants, c'est déjà bien, et le reste ne t'en mêle pas. » Et donc, oui, effectivement, le système capitaliste déploie des moyens extraordinaires, je l'ai dit, à travers son réseau de médias, ses experts, à travers son infiltration du système éducatif, à travers tous les moyens qu'il a, à travers la culture. Quand vous voyez les films où on a les self-made men, où on nous explique que Elon Musk était tout seul. Elon Musk est un héritier. Quel travailleur commence avec une aide de 350 000 € de ses parents pour monter une boîte? Mais on vous explique qu'il s'est fait tout seul, que l'individualisme, c'est comme ça qu'on y arrive. On vous vend que on devient riche par son travail. Personne ne devient riche par son travail. Personne ne devient riche par son travail. On devient riche parce qu'on exploite, qu'on achète à quelqu'un moins que sa valeur son travail. Mais il faut reconnaître que le système capitaliste est fort pour aller dans le sens contraire et expliquer l'inverse. Et donc oui, le constat que l'individualisme est de plus en plus bien imprégné, d'autant plus que ça a été dit, tous les lieux de travail, les grands lieux de travail où se réunissaient plusieurs dizaines de milliers de travailleurs parfois, où combattaient, on avait des délégations syndicales qui étaient installées, où le collectif prenait dessus, tous ces lieux de travail commencent et ont, dans nos pays, disparu depuis un certain moment, et on a aussi individualisé le travail, notamment, quelqu'un a parlé du télétravail, on individualise de plus en plus le travail et on casse les collectifs. Et donc, c'est un constat fort. La résignation, elle est aussi liée à cet individualisme. Quand on est une cellule isolée, on ne se sent pas très fort pour aller combattre un système capitaliste bien installé. Face à, justement, des géants, des multinationales, des gouvernements. Comment voulez-vous qu'un travailleur isolé se sente capable de confronter à ça? Et donc, ça crée évidemment une certaine forme de résignation. Et donc, d'autant plus, comment on arrive à travailler la conscience de place, qui est l'antidote de l'individualisme et de la résignation. Puisque, c'est pas pour vous, mais moi, quand je vais en manif, et parfois j'ai comme vous je prends tous des coups de mou dans notre militantisme. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être entendu? Est-ce que les gens vont nous suivre? Là, quand je sors d'une manif où on est 100 000, je me sens déjà un petit peu mieux en me disant que je suis pas seul. Quand je vais à un festival de solidarité avec plein de camarades, je vois plein de gens qui pensent comme moi, plus ou moins. Je me dis, je suis pas seul. Et donc, on a besoin de créer des lieux où les gens sortent de cet isolement. Le syndicat devrait en être un. Malheureusement, peut-être qu'on a, à certains points, oublié cette idée. Mais par exemple, je pense que le fait d'avoir réuni une centaine de gens dans cette salle, on se sent tous un peu moins faibles que quand on est rentré dans la salle. On se dit, tiens, il y avait une centaine de camarades comme moi, on a un discours plus ou moins le même, on va se battre ensemble, on nous donne des perspectives de lutte. Et voilà, il n'y a que ça comme réponse pour essayer de galvaniser les gens. Moi, j'en ai pas d'autre. J'ai pas une recette secrète à vous dire, vous allez distribuer tel tract
dans l'autre usine et par magie, 100% de l'usine va se mettre en grève. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Tout à l'heure, on parlait, même si moi je continue à dire que on doit rester dans l'idée qu'il y a deux classes. Effectivement, il y a des gens qui prennent conscience du fait d'être dans la merde et il y en a qui prennent conscience d'être de la classe capitaliste. Il y a toujours eu ce ventre mou. Hein. Les camarades qui sont dans les usines savent, hein. Quand vous voulez mener une lutte, vous n'avez jamais 100% des travailleurs. Vous avez toujours une avant-garde qui a pris conscience des éléments. Elle est en partie dans cette salle, elle est en partie dans d'autres salles de formation ailleurs en Belgique pour le moment. Il y a ceux qui ne se bougeront jamais. Ça, voilà, c'est dans l'histoire comme ça. Il y a une catégorie de gens qui seront toujours anti-rouge, qui seront toujours anti-lutte et qui sont... Et puis vous avez ce qu'on appelle le ventre mou. Si en fonction le délégué ou la personne qui mène la lutte arrive à le convaincre, ben, va suivre et renforcer l'avant-garde pour essayer de renverser la lutte. Et ça, c'est une lutte continuelle pour faire comprendre à ce ventre mou de quel côté il doit être. N'est pas du côté du patron, que c'est pas en étant soumis au patron qu'il va obtenir quelque chose de plus, ou s'il l'obtiendra, ce sera de toute façon rien par rapport à la richesse qu'il a produit. Et ça, c'est la lutte constante qu'un syndicaliste doit mener pour convaincre ses camarades, ses travailleurs. Mais c'est dynamique, la lutte des classes. Hein. Il y a des dossiers où vous aurez les gens, et ils viendront. Il y a des dossiers où ils viendront pas, parce que ça, c'est pas le moment, parce que c'est pas le bon dossier. Voilà, le mouvement ouvrier est fait de ça, de moments où on est arrivé à convaincre un maximum de gens de nous suivre, avec une dynamique de conscience de classe, et puis des moments où c'est le patronat qui a réussi à convaincre qu'il fallait pas se bouger. Ça, c'est la dialectique, comme on dit. Et c'est notre rôle à nous de tout le temps essayer de faire basculer les choses de notre côté en connaissant l'horizon qui est le renversement du système, en fait. Et en n'étant pas tout le temps désespéré par les moments plus difficiles, mais en comprenant qu'ils font partie d'une dynamique globale vers laquelle on essaye de tendre pour renverser le système capitaliste. Après, voilà, il y avait une autre question sur les jeux politiques. Bah, je pense que ce qu'on a besoin aussi, c'est... j'ai dit de Wever, il a conscience d'appartenir à la défense du camp capitaliste. Georges Louis Boucher, il en a conscience et il le fait offensivement. On a peut-être besoin aussi à gauche de forces politiques qui s'assument comme étant du côté uniquement des travailleurs. Malheureusement, on a aussi des tendances dans les forces politiques de gauche, un peu ce qu'on vit chez les gens, à penser qu'on est entre les deux. Il y a l'économie à faire tourner et qu'il faut tenir compte des intérêts aussi des entreprises, qu'il faut aller aussi écouter ce que demande le patronat et un petit peu aussi les travailleurs. Hein. Il faut aussi... et qu'on est dans un équilibre. Et ça, on a peut-être besoin aussi de travailler à l'émergence de forces politiques qui se situent du côté de la classe travailleuse. Radicalement du côté de la classe travailleuse. Et qui s'assument en tant que force politique du camp de la classe travailleuse. Malheureusement, voilà, on a dit dans notre syndicat, on est dans un processus où on essaye de relancer ça. Voilà, on aura besoin aussi, politiquement, de relancer ce processus et de faire en sorte que, à gauche aussi, on ait les forces politiques qui assument d'être du côté des travailleurs et uniquement du côté des travailleurs et de mener une lutte contre le système capitaliste. Et là aussi, c'est un gros mot. Hein. On est pour le renversement du système. Ben, voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit admettre parce que si on ne donne pas une perspective aux travailleurs, si on leur dit on lutte pour lutter, sans trop savoir vers où on veut aller, si on ne donne pas une perspective, bah alors on ne va arriver à convaincre ce ventre mou, hein, qu'on va aller face... Quand le patronat vous dit, moi j'ai une perspective, c'est gagner de l'argent, bah, il est clair, il est net, et c'est radical. Je veux qu'on puisse reverser de plus en plus de dividendes. Je veux qu'on bloque les salaires. C'est pas ambigu, hein, les ambitions du patronat. Hein. Et ils arrivent à mobiliser une classe politique qui les suit derrière des objectifs clairs. Hein. On va casser les pensions, on va flexibiliser le travail, et c'est clair. Hein. Là où nous, on a du mal à fixer un horizon clair. Mon horizon, il est clair, et il est inscrit dans l'ADN de mon organisation, c'est renverser le système capitaliste. Il y a des étapes pour y arriver, bien conscient que c'est pas demain. Il y a la conscience de classe à reconstruire, mais on doit donner un horizon clair au travail. Si on veut les convaincre de nous rejoindre le 14, le 25, au mois de décembre ou après, si on leur donne pas un horizon clair, comme par exemple de dire on doit stopper ce gouvernement, un horizon clair,
net, ou si on reste dans le flou, il faut faire attention. Il y a des forces politiques à l'intérieur du gouvernement qui peut-être vont nous aider d'une façon ou d'une autre. Comment voulez-vous que les travailleurs s'y retrouvent? Comment voulez-vous que les travailleurs se disent j'ai un horizon, on me demande de faire un acte fort, c'est-à-dire dans un système capitaliste de dire je ne vais pas venir X jours par an produire, je ne vais pas respecter le contrat pour lequel j'ai été engagé, parce que ce qu'on fait c'est fort, une grève, dans un système capitaliste, ça veut dire on dit non. J'ai un contrat de travail, mais ce jour-là, je ne vais pas le respecter. Et comment voulez-vous que des gens portent des actes aussi forts que ça dans le système si on ne leur donne pas un horizon clair? Et donc l'horizon clair, il est de renverser le système. Et pour y arriver, on a besoin de la force du nombre. Et la force du nombre, elle ne s'obtient que par le fait de développer la conscience de classe. Et donc je pense que c'est super intéressant. Si on veut des victoires, si on veut donner des perspectives, j'ai entendu des horizons désirables. C'est un mot que j'adore. Comme la réduction collective du temps de travail, c'est aussi un horizon très anticapitaliste. On va pas produire de plus en plus de temps, alors que le système est fait pour que tout notre temps soit consacré à la production. Ça a été bien expliqué par le camarade. Il faut fixer ce type d'horizon. Mais si on veut fixer ce type d'horizon, il ne faut pas prendre conscience de gens qu'on ne va pas y arriver juste parce que le syndicat va dire dans un tract « Nous sommes pour la réduction collective du temps de travail ». La semaine de congé payé qui était aussi une rupture du système capitaliste, c'est-à-dire on va vous payer à être en congé. Quelle rupture avec le système capitaliste? Elle s'est pas obtenue, elle s'est obtenue avec une grève, il y avait 500 000 personnes en grève. Il y avait la force du nombre, il y avait la classe qui s'est mise en mouvement. Ça, il faut réexpliquer aux gens, cet horizon-là, on va le défendre, mais on va le défendre uniquement si le nombre arrive. Et je reviens pour clôturer, en France, la première semaine de congé payé, elle est obtenue sous un gouvernement de gauche. Mais elle n'est pas obtenue parce que la gauche a créé un arrêté royal. Il a fallu des grèves et des grèves. La gauche était au pouvoir, une alliance de gauche au pouvoir. Mais il y avait en face un système capitaliste qui faisait pression sur le gouvernement pour ne pas le faire. Il a fallu que les travailleurs se mettent en grève et des milliers de travailleurs se mettent en grève, des millions de travailleurs, pour obtenir la congé payé. Et donc, l'horizon que seulement la conjonction de forces politiques de gauche va nous sauver, ça aussi c'est contraire à la conscience de classe. Parce que face à nous, la classe capitaliste, même si la gauche est au pouvoir dans une alliance, elle ne va pas les laisser faire. Et là aussi, on aura besoin de la force du nombre pour défendre, en tant que contre-pouvoir au système capitaliste, des réformes positives pour les travailleurs. Et donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, je n'ai pas les réponses à tout. Comment sortir les gens de l'individualisme, de la résignation, c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener ensemble. Et je pense que ce type d'assemblée est important, évidemment, pour se motiver les uns les autres à y arriver. Audemars, son important. Je pense qu'il a dit énormément de choses sur les questions que vous avez posées. Donc, revenons sur l'individualisme rapidement. Je dirais aussi que c'est quelque chose qui a été aussi préparé depuis bien longtemps, parce que qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On vit dans une société de consommation et de plus en plus, les gens, ils sont individualistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils savent très bien que perdre une journée, des fois, c'est compliqué parce que voilà, on a des prêts, on veut tous le dernier téléphone à la mode, on veut tout, on chante qui. Donc ça n'a pas été créé innocemment non plus. C'est aussi pour dire d'enchaîner un petit peu les gens au travail et les empêcher aussi de faire ce qu'ils voudraient. Donc oui, effectivement, l'individualisme, il y en a de plus en plus et je crains que si on n'arrive pas à le faire comprendre que voilà, la conscience de classe, justement, on en passe. Si on n'arrive pas à leur faire comprendre que plus il va y avoir d'individualisme et moins ça va aller, ça va être compliqué. Et alors oui, il y a des gens qui sont résignés. En général, les gens qui sont résignés, c'est quoi? C'est des gens qui se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls et ils disent, voilà, de toute façon, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon seul à part suivre ce qu'on me dit. Et je pense que c'est à ce moment-là où justement il y a encore une fois, c'est la communication
la communication, tu peux dire voilà, tu sais, tu penses comme ça, mais t'es pas la seule à penser ça, il y en a plusieurs, on peut regarder. Il faut leur montrer aussi que oui, il y a beaucoup de gens qui sont résignés, mais s'il y en a beaucoup, peut-être que si on arrive à leur faire comprendre, et là, voilà, tu es seul, mais tu n'es pas si seul que ça, même dans l'entreprise, il y a peut-être moyen de faire bouger. Maintenant, ça va pas se faire du jour au lendemain, forcément, mais c'est peut-être une piste que tu pourrais exploiter. Alors, je vais revenir sur la question qui était plus adressée pour moi, donc sur les intérimaires et la construction. Donc déjà, quand on dit un intérimaire, oui, tu peux pas participer aux grèves, aux manifestations, tu vas venir travailler pendant que tu es de pont. Déjà, c'est une interdiction. Chaque personne a le droit de faire grève. Et alors, oui, forcément, dans les entreprises, on l'a vécu. Beaucoup d'intérimaires. Et alors, les intérimaires à vie, soit, c'est carrément, on met des intérimaires et on back carrément les travailleurs, on les met en chômage économique, ce qui est interdit aussi. S'il y a quelqu'un en chômage économique, il n'a pas le droit d'avoir d'intérimaire. Maintenant, les intérimaires, il faut aussi qu'ils soient dépendants. Et donc, c'est une question de délégation à ce moment-là. Parce que, effectivement, oui, on met beaucoup de pression sur ces gens-là. Et alors, donc, tu dis, oui, des phrases que t'es pas motivé, t'avances pas assez vite, oui, aujourd'hui, tu dois répondre quand je t'appelle. Non, on n'appelle pas un intérimaire à 23h en lui disant, demain, tu vas travailler ou t'es plus là. C'est leur indicateur. Ça, c'est pas. Mais justement, oui, comme tu dis, à un moment, c'est un petit peu le rapport de force dans l'entreprise et le syndicat qui veut être prévenu et qui veut travailler là-dessus. Parce que sinon, forcément, l'intérimaire, lui, ne dégage pas de contrat. C'est pas lui qui va aller se défendre tout seul et attaquer. Et on profite de plus en plus. Et avec le gouvernement qu'on a, maintenant, les intérimaires, les plexi-jobs et tout, on va en avoir de plus en plus. Donc, c'est là qu'il va falloir être très vigilant et pouvoir poser des lignes, des barrières à certains endroits. Et faut dire que les intérimaires, les plexi-jobs et tout doivent être défendus aussi. À partir du moment où on est dans l'entreprise, même en tant qu'intérimaire, on a droit aux mêmes avantages que les travailleurs de l'entreprise. Et de lui dire, oh, les intérimaires. Je crois que c'était Manon qui avait une question aussi sur des attaques sur les syndicats de la part de l'Arizona. Ça c'est parti de d'aller des classes. Le seul endroit en réalité où les travailleurs ont le droit démocratique de s'organiser, il y a évidemment les partis politiques, mais le lieu le plus naturel pour eux et qui est capable de mobiliser des masses. Et il n'y a pas d'autre organisation en Belgique qui représente 3 millions de personnes, comme les syndicats. Si évidemment on peut pouvoir casser la force de mobilisation, c'est de casser le pouvoir du syndicat. Donc c'est d'une logique claire que l'Arizona fixe le fait de restreindre d'une façon ou d'une autre la possibilité pour les syndicats de s'organiser, mais c'était le cas de la Vivaldi avec la loi Van Pickenborg par exemple, contre laquelle on a gagné. Et ça c'est important. Tout à l'heure on parlait comment motiver les gens, on ne met pas assez en avant nos victoires. S'il y a bien quelque chose que la LGTB n'est pas capable de faire, on a le savoir-faire, on dit, savoir-faire les luttes. Tu mets 3 délégués ensemble, ils vont te créer un schéma de révolution en 10 minutes dans leur entreprise, mais faire savoir ce qu'ils ont gagné. D'autres syndicats sont plus propres comme ça, mais nous, on a du mal à mettre en avant nos luttes pour motiver aussi les gens et éviter la résignation. Donc, la moindre victoire, même la plus petite, il faut la mettre en avant. Il faut communiquer en tant que délégué. Groupe WhatsApp, Facebook, tout ce que vous avez comme moyen, on a gagné ça. Pour éviter ce discours de résignation. Il y a quelqu'un, il était brimé par son chef, on est intervenu, le chef a été réprimandé, on le communique au reste de l'entreprise. Et souvent, les délégués disent, oui, mais c'est normal, c'était notre job, on a fait ça, c'était notre job, on retourne. Non, tu as combattu le système, tu as gagné, tu dois le mettre en avant. Et ça, la LGTB, malheureusement, c'est une maladie assez bien répandue dans toutes les centrales, c'est qu'on n'arrive pas à valoriser nos victoires. Et donc, pour revenir aux syndicats, je pense que la droite a compris
l'importance du syndicat, parfois même plus que nous, puisqu'elle met une énergie décuplée pour nous attaquer, aussi à travers les médias qui lui sont favorables. Et donc, oui, la lutte pour les droits syndicaux doit faire partie intégrante de la question de la classe. On se constitue en classe et on ne peut développer la puissance de la classe que s'il y a une organisation derrière pour le faire. Moi, je ne pense pas que de manière anarchique, même s'il y a des choses qui se sont organisées en dehors et que des travailleurs se sont réunis, ont fait des choses, mais si on veut lutter contre un système organisé, la classe a besoin de son organisation, de son système organisé. Et ça, c'est notre organisation syndicale. Et organisé ne veut pas dire antidémocratique. Parfois, quand on dit on doit être organisé, on pense tout de suite à la hiérarchie qui décide et ceux en bas qui n'ont rien à dire. L'organisation syndicale, de manière démocratique, doit s'organiser. Et je vais clôturer. Et donc, oui, la question démocratique, la question des droits démocratiques au-delà des droits syndicaux est très, très importante. Peu de gens savent que dans les cartons de l'Arizona, il y a un projet antidémocratique où 3 ministres, sur base d'un arrêté royal, peuvent interdire une organisation sur base du fait qu'elle sera jugée radicale. Si Ever ou Franken ont entendu ce qu'on a dit aujourd'hui, on est tous dans une organisation radicale. Et ça révélera la... Donc, voilà, on est gentil, on sait, on est un peu chaud, mais on est tous gentils, on ne sait pas trop exciter. Mais si j'entends ce qu'on dit, on est dans l'organisation radicale. Et donc la lutte pour les droits démocratiques est une lutte de classe aussi. Et donc ça, c'est important aussi qu'on puisse l'intégrer.